Bienvenue à la formation sur l'appel d'Asylum Access Thailand. Nous allons parler dans cette session de la procédure d'appel et comment préparer un recours en appel si votre demande initiale a fait l'objet d'un rejet par l'UNHCR. Vous serez peut-être convoqué pour un entretien d'appel. Tout d'abord, je voudrais parler de la procédure d'appel. La première étape consiste à se faire notifier que votre demande de statut de réfugié a été rejetée en première instance. La HCR vous remettra une lettre de rejet en anglais en expliquant que votre demande a été rejetée et que vous disposez d'un délai de 30 jours pour faire appel. Ils ne vous liront pas les motifs de votre rejet. Si vous ne pouvez pas lire votre lettre de rejet ou si vous avez des questions sur les motifs de celle-ci et comment faire appel, veuillez venir nous voir à Asylum Access Thailand. La deuxième étape consiste à réfléchir attentivement pour savoir si vous devriez faire appel. Prenez soin de bien comprendre les motifs pour lesquels la HCR a rejeté votre dossier et demandez-vous s'il peut s'agir de malentendus. Considérez les incohérences qui ont pu être relevées par la HCR. Réfléchissez à la définition de réfugié que nous allons regarder dans quelques minutes. Si vous décidez de faire appel, la troisième étape consiste à introduire votre recours en appel dans le délai prescrit par votre lettre de rejet. Prenez soin de bien calculer ce délai à partir de la date de notification qui est mentionnée sur votre lettre de rejet. Can I do this one over? Si vous décidez de faire appel, la troisième étape consiste à introduire votre recours en appel dans le délai prescrit par votre lettre de rejet. Prenez soin de bien calculer ce délai à partir de la date de notification qui est mentionnée sur votre lettre de rejet. Dans votre lettre de rejet, vous trouverez le nombre de jours qui vous est alloué pour introduire votre appel. Normalement, 30 jours. La quatrième étape va être l'analyse de votre dossier par la HCR. C'est à ce moment que la HCR va prendre une décision, à savoir si votre dossier va être rejeté de nouveau ou si vous devriez être reconnu en tant que réfugié. C'est un agent différent qui va prendre en charge votre appel, non pas l'agent qui a pris la décision initiale. La HCR peut vous contacter pour un entretien d'appel. Toutes les personnes qui font appel ne sont pas forcément convoquées à un entretien. La cinquième étape consiste à obtenir une décision d'appel. Si votre recours est rejeté, votre dossier sera clos. Vous pouvez vous adresser à un agent d'AAT afin d'obtenir des conseils sur les possibilités qui s'offrent à vous par la suite. Si vous êtes finalement reconnu en tant que réfugié, la date de votre carte de la HCR sera remise à jour. Votre carte sera désormais valable pour 18 mois. La HCR peut aussi envisager votre dossier en vue d'une réinstallation. Sachez que toutes les personnes reconnues en tant que réfugiés ne sont pas susceptibles d'être réinstallées. La HCR ne considère pas la réinstallation comme un droit. En général, certains pays, comme les États-Unis ou le Canada, offre un nombre de places limité à la HCR pour les réfugiés ayant besoin d'être réinstallés. Ces pays détermineront de manière indépendante votre admissibilité à être réinstallé dans leur pays. La HCR ne prend aucune décision sur ce sujet et ne peut forcer aucun pays à vous réinstaller. Si vous êtes admissible à être réinstallé, vous engagerez une procédure indépendante avec l'ambassade du pays en question en Thaïlande. Veuillez noter que pendant ce temps, vous continuez d'être considéré comme un immigrant illégal par les autorités thaïlandaises. Vous ne pouvez donc pas travailler légalement et courez toujours le risque d'être arrêté et détenu. Maintenant, nous allons parler de l'appel lui-même. Le but du recours en appel est d'essayer de convaincre la HCR qu'ils se sont trompés et que vous devriez être reconnu en tant que réfugié.
La seule question qui va se poser ici pour la HCR est de savoir si vous respectez les critères de la définition de réfugié. Nous parlerons de cette définition de réfugié un peu plus loin dans cette formation. Vous devez avoir au moins une raison de faire appel de la décision de la HCR. On appelle cette raison un motif d'appel. Les motifs d'appel les plus fréquents sont 1. Il existe une erreur factuelle, dite erreur de fait, contenue dans votre lettre de notification. 2. Vous avez été rejeté sur la base de votre crédibilité, c'est-à-dire des incohérences ou des manques de précision. Et votre agent d'admissibilité, en anglais EO, lors de votre entretien, ne vous a pas fait part de ces incohérences et de ce fait, ne vous a pas laissé l'opportunité de l'expliquer ou ne vous a pas laissé l'opportunité d'apporter les précisions pertinentes lors de votre entretien de RSD. 3. Vous avez de nouvelles preuves à l'appui de votre demande que vous n'aviez pas préalablement transmises à la HCR. 4. Des problèmes sérieux sont survenus durant la procédure, ce que l'on appelle un manque d'équité procédurale. C'est-à-dire, si l'entretien de RSD ou bien son processus ne vous a pas permis de présenter votre demande pour obtenir le statut de réfugié correctement. Par exemple, A. Vous n'avez pas bien compris ce qu'il se passait à cause de certains problèmes de traduction. B. Vous n'étiez pas à l'aise avec la manière de se conduire ou bien certains aspects relatifs à l'agent qui vous a fait passer l'entretien ou bien l'interprète. C. Vous n'avez pas eu la possibilité de présenter les pièces pertinentes. D. Vous ne croyez pas que vos informations seraient tenues confidentielles. E. On vous a posé des questions inappropriées. 5. Vous avez présenté des preuves lors de votre déclaration d'enregistrement ou lors de votre entretien de RSD qui n'ont pas été prises en compte de manière adéquate. Il est important de comprendre que la HCR ne changera pas d'avis si vous avez déjà présenté toutes les pièces pertinentes au dossier. La HCR aura déjà bien compris les faits concernant votre dossier et la HCR aura correctement appliqué la définition de réfugié à votre cas. C'est pourquoi il est très important de bien comprendre la définition de réfugié et d'être capable de l'appliquer à votre cas. En examinant votre dossier, la HCR déterminera si vous remplissez les critères de définition du réfugié. Il est important de bien comprendre la définition d'un réfugié, car elle vous aidera à déterminer quelle partie de votre dossier sera importante pour la HCR. Nous avons divisé la définition d'un réfugié en 8 éléments clés. Vous devez correspondre à tous les critères de ces 8 éléments clés pour pouvoir être reconnu en tant que réfugié. Le premier élément. 1. Vous vous trouvez hors de votre pays. La protection internationale ne peut vous être appliquée que si vous vous trouvez en dehors du pays dont vous êtes citoyen. Le deuxième élément. 2. Vous avez une crainte sincère de rentrer dans votre pays d'origine. Vous avez peur de rentrer dans votre pays d'origine. Le troisième élément. 3. Vous avez de bonnes et vraisemblables raisons d'avoir peur. En plus d'avoir une peur sincère de rentrer dans votre pays, vous devez aussi avoir une bonne et vraisemblable raison d'avoir peur. Cela veut dire que vos raisons d'avoir peur doivent être crédibles. Vous devez avoir une peur bien fondée. Le quatrième élément. 4. Vos craintes sont fondées sur quelque chose de très sérieux. Cela doit être plus sérieux que le fait d'être discriminé ou bien harcelé. Que ce dont vous avez peur équivaut à la perte d'une vie, à de la torture, à un viol, à une perte de liberté ou bien des traitements systématiques qui rendent votre vie
intolérable. Le cinquième élément. 5. Vous êtes ciblé par ce type de traitement en raison de votre race, religion, nationalité, opinion politique ou par votre appartenance à un certain groupe social. Dans cet élément, vous devez démontrer que la raison de votre persécution est liée à votre race, religion, nationalité, opinion politique ou par votre appartenance à un groupe social particulier. Il n'est pas suffisant de se faire maltraiter ou d'avoir été blessé. Vous devez démontrer que ce traitement est en relation avec ce que nous appelons un motif de la Convention. Le sixième élément. 6. Le gouvernement vous a porté atteinte ou ne peut pas ou ne veut pas vous accorder sa protection. Vous devez démontrer que le gouvernement vous a directement porté atteinte. Ou bien, si vous n'avez pas directement été visé par le gouvernement, vous devez démontrer qu'il n'a pas l'intention ou bien n'a pas les moyens de vous protéger. 7. Vous devrez démontrer qu'il n'est pas raisonnable de vous demander de vous déplacer tout en restant en sécurité dans une autre partie de votre pays. Il n'est pas suffisant de démontrer que vous ne pouvez juste pas vivre dans une ville ou un village en particulier. Vous devez démontrer que si vous rentriez dans votre pays, il n'existe aucun endroit où vous puissiez vivre en sécurité. Ou bien, s'il existait un endroit sûr, qu'il ne soit pas raisonnable d'attendre de vous y déplacer. 8. Vous devez démontrer que si vous rentriez dans votre pays, vous vous confronteriez à un danger sérieux. Si vous avez subi des préjudices dans le passé, il est important de le faire savoir à la HCR. Cependant, vous devez malgré tout démontrer que si vous rentriez dans votre pays d'origine, vous vous exposeriez de nouveau à des risques sérieux. Revoyons à nouveau la définition de réfugié. 1. Vous vous trouvez hors de votre pays. 2. Vous avez une crainte sincère de rentrer dans votre pays d'origine. 3. Vous avez de bonnes et vraisemblables raisons d'avoir peur. 4. Vos craintes sont fondées sur quelque chose de très sérieux. 5. Vous êtes ciblé par ce type de traitement en raison de votre race, religion, nationalité, opinion politique ou par votre appartenance à un certain groupe social. 6. Le gouvernement vous a porté atteinte ou ne peut pas ou ne veut pas vous accorder sa protection. 7. Vous devrez démontrer qu'il n'est pas raisonnable de vous demander de vous déplacer tout en restant en sécurité dans une autre partie de votre pays. 8. Vous devez démontrer que si vous rentriez dans votre pays, vous vous confronteriez à un danger sérieux. Rappelez-vous bien que vous devez remplir tous ces critères pour pouvoir être reconnu en tant que réfugié. Regardons certains exemples ensemble. Madame Lego vient du Legoland. Elle appartient à une minorité ethnique, les Légonasiens. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle en marchant depuis le marché, un homme la frappe et lui vole son sac. Elle est blessée à la tête. Madame Lego décide de porter plainte auprès de la police. La police ouvre immédiatement une enquête sur l'incident et arrête l'homme qui l'a attaqué. L'agresseur de Madame Lego se fait emprisonner pour son crime. Madame Lego ne pense pas qu'elle va se faire attaquer de nouveau. Malgré tout, Madame Lego décide qu'elle ne veut pas rester au Legoland et part pour le Wonderland 4 mois plus tard. Revenons sur la définition du réfugié pour voir si Madame Lego pourrait être reconnue en tant que réfugié. 1. Vous vous trouvez hors de votre pays. Ici, Madame Lego se trouve en dehors de son pays puisqu'elle a quitté le Legoland et qu'elle est partie pour le Wonderland. Madame Lego remplit donc le premier critère. 2. Vous avez une crainte sincère de rentrer dans votre pays d'origine. Ici, il est difficile de déterminer si Madame Lego a des craintes sincères de rentrer au Legoland. Pourtant, Madame Lego a dit qu'elle ne pense pas qu'une attaque puisse de nouveau arriver. Madame Lego n'a donc sans doute pas de crainte sincère de rentrer dans son pays. Madame Lego ne remplit donc pas ce critère.
3. Vous avez de bonnes et vraisemblables raisons d'avoir peur. Ici, Madame Lego ne semble pas avoir de bonnes et légitimes raisons d'avoir peur. L'agresseur de Madame Lego a été arrêté et emprisonné. Bien qu'il puisse déjà être sorti de prison, il n'y a aucune raison de penser qu'il va de nouveau l'agresser. De plus, Madame Lego ne craint pas non plus d'être agressée de nouveau. Madame Lego ne remplit pas cette condition. 4. Vos craintes sont fondées sur quelque chose de très sérieux. Ici, nous pourrions imaginer que Madame Lego ait des craintes d'être à nouveau attaquée, bien que selon elle, il y ait peu de chances que cela arrive de nouveau. Imaginons tout de même qu'elle craigne d'être agressée de nouveau. Nous devrons alors examiner si l'objet de ces craintes est réellement sérieux ou non. Être la victime d'un vol est terrible, mais cela n'équivaut pas à la perte d'une vie, à la torture, à un viol, à la privation de liberté ou à bien des traitements systématiques qui rendent la vie intolérable. Madame Lego ne remplit pas ce critère. 5. Vous êtes ciblé par ce traitement en raison de votre race, religion, nationalité, opinion politique ou par votre appartenance à un certain groupe social. Ici, nous savons que Madame Lego appartient à une minorité ethnique, les Légonasiens. Cependant, il ne paraît pas clair que Madame Lego ait été singularisée ou ciblée par son attaqueur en raison de son appartenance ethnique. Madame Lego ne semble pas avoir fait l'objet de cette attaque en raison de son appartenance à une minorité ethnique, du fait qu'il semblait s'agir plus d'un vol commis au hasard. Madame Lego ne remplit pas ce critère. 6. Le gouvernement vous a porté atteinte, ou ne peut pas, ou ne veut pas vous accorder sa protection. Ici, le gouvernement du Legoland n'a pas porté atteinte à Madame Lego. Madame Lego s'est rendue à la police après son agression. La police a immédiatement lancé une enquête et a arrêté l'agresseur qui, de ce fait, a été envoyé en prison. Ici, le gouvernement fait bénéficier Madame Lego de sa protection. Madame Lego ne remplit pas ce critère. 7. Vous devrez démontrer qu'il n'est pas raisonnable de vous demander de vous déplacer, tout en restant en sécurité, dans une autre partie de votre pays. Ici, nous n'avons aucune raison de penser que Madame Lego ne puisse pas vivre ailleurs au Legoland. Madame Lego ne remplit pas ce critère. 8. Vous devez démontrer que si vous rentriez dans votre pays, vous vous confronteriez à un danger sérieux. Ici, Madame Lego est maintenant au Wonderland. Cependant, il n'y a aucun élément qui suggère qu'elle serait confrontée à un réel danger si elle devait rentrer au Legoland. Il semble que Madame Lego pourrait retourner en sécurité au Legoland. Madame Lego ne remplit pas ce critère. Selon notre analyse, il semble que Madame Lego ne remplit qu'un seul des 8 critères de la définition du réfugié. Madame Lego ne sera probablement pas reconnue en tant que réfugié. Prenons un autre exemple. Monsieur Lego vient du Legoland. Il appartient à une minorité religieuse, l'église des Saints Lego. Il est le pasteur de l'église locale. Un jour, des hommes appartenant à une organisation extrémiste bien connue sont arrivés à l'église et l'ont menacé de le tuer s'il continuait à prêcher sa foi. Ils l'ont aussi menacé de kidnapper et de faire du mal à sa fille. Il a essayé de porter plainte auprès de la police qui n'a rien fait pour l'aider. Au contraire, la police l'a elle-même menacé de l'arrêter sous prétexte que l'église des Saints Lego n'est pas une vraie religion. Monsieur Lego sait très bien que les hommes qui sont venus lui rendre visite ont beaucoup de relations, parce qu'il les a vus parler en public dans sa ville, devant de grands rassemblements de personnes. Il a pris tellement peur pour sa vie et celle de sa famille qu'il est parti se cacher, avant de fuir le Legoland pour le Wonderland. Examinons les critères de la définition de réfugié pour voir si Monsieur Lego peut être reconnu comme tel. 1.
vous vous trouvez hors de votre pays. Ici, Monsieur Lego se trouve bien hors de son pays puisqu'il est parti du Legoland pour aller au Wonderland. Monsieur Lego remplit ce critère. 2. Vous avez une peur sincère de rentrer dans votre pays d'origine. Ici, les preuves de Monsieur Lego sont importantes. Il dit qu'il a peur de rentrer au Legoland du fait qu'il ait été menacé par les membres de l'organisation extrémiste parce qu'il prêche sa foi. Ensuite, quand il est allé à la police, celle-ci l'a menacé de l'arrêter. Il semble qu'il y ait de bonnes chances que les déclarations de Monsieur Lego concernant ses craintes soient sincères. Monsieur Lego remplit le deuxième critère. 3. Vous avez de bonnes et légitimes raisons d'avoir peur. Ici, Monsieur Lego peut avoir de bonnes et légitimes raisons d'avoir peur. Monsieur Lego a bien été menacé par les membres de l'organisation extrémiste parce qu'il prêchait sa foi. Ils ont aussi menacé d'enlever et de faire du mal à sa fille. Et lorsqu'il s'est rendu à la police, celle-ci l'a menacé de l'arrêter. On pourrait donc dire que Monsieur Lego a peur que l'organisation extrémiste passe à l'action, et que si cela arrivait, Monsieur Lego ne pourrait pas obtenir la protection de la police. Tout cela constitue bien des faits fondés, mais Monsieur Lego devra donner plus de précisions quant aux menaces qu'il a reçues et à sa déclaration à la police pour justifier qu'il a de bonnes et légitimes raisons d'avoir peur. Pour ce critère, nous allons émettre une réserve et laisser peut-être. 4. Vos craintes sont fondées sur quelque chose de très sérieux. Ici, nous pourrions dire que Monsieur Lego a peur de se faire tuer par des membres de cette organisation extrémiste. Il craint aussi que sa fille soit enlevée et qu'on lui fasse du mal. Se faire tuer et avoir sa fille kidnappée constituent tous deux des dangers sérieux, parce qu'ils représentent potentiellement un danger de mort. De plus, si la police passait à l'acte et arrêtait Monsieur Lego, on obtiendrait une incarcération. De plus, si la police passait à l'acte et arrêtait Monsieur Lego, on obtiendrait une incarcération injuste. Se faire injustement emprisonner constitue aussi une atteinte grave parce que cela revient à une privation de ses droits fondamentaux. À partir de là, il semble que Monsieur Lego remplit probablement cette condition. 5. Vous êtes la cible de ce traitement en raison de votre race, religion, nationalité, opinion politique ou par votre appartenance à un certain groupe social. Ici, nous savons que Monsieur Lego appartient à une minorité religieuse, l'Église des Légociens. On peut dire que Monsieur Lego a été la cible des membres de l'organisation extrémiste en raison de sa religion. Des hommes de cette organisation bien connus sont venus à l'église et l'ont menacé de le tuer s'il continuait à prêcher sa foi. Ils ont aussi menacé d'enlever et de faire du mal à sa fille. Ici, les extrémistes ont donné à Monsieur Lego les raisons de leurs menaces, à cause de sa religion. Ici, les menaces sont directement liées à la religion de Monsieur Lego parce que si Monsieur Lego ne prêchait pas sa foi, alors les membres de cette organisation extrémiste ne l'auraient pas menacé. De plus, Monsieur Lego s'est rendu à la police. Celle-ci l'a menacé de l'arrêter parce qu'il considérait que la religion de Monsieur Lego, l'Église des Légociens, n'est pas une vraie religion. Ici, la menace de la police est directement en lien avec la religion de Monsieur Lego parce que si Monsieur Lego n'avait pas été un membre de cette église, alors la police ne l'aurait pas menacé de l'arrêter. Sur ce point, il semble que Monsieur Lego remplit probablement la 5e condition. 6. Le gouvernement vous a porté atteinte ou ne peut pas ou ne veut pas vous accorder sa protection. Ici, le gouvernement de Legoland n'a pas porté atteinte à Monsieur Lego. Donc, nous devons déterminer si le gouvernement ne veut ou ne peut pas accorder sa protection à Monsieur Lego. Ici, Monsieur Lego est allé à la police pour rapporter les menaces qui ont été faites à son encontre. Seulement, la police a menacé en retour d'arrêter Monsieur Lego à cause de sa religion, au lieu d'aider Monsieur Lego en enquêtant sur les menaces qu'il a reçues. Seulement, la police a menacé en retour d'arrêter Monsieur Lego à cause de sa religion, au lieu d'aider Monsieur Lego en enquêtant sur les menaces qu'il a reçues. La police n'a pas aidé Monsieur Lego
et en le menaçant de l'arrêter, ils lui montrent qu'ils ne le protégeront pas à cause de sa religion. Monsieur Legault remplit probablement cette condition. 7. Vous devrez démontrer qu'il n'est pas raisonnable de vous demander de vous déplacer tout en restant en sécurité dans une autre partie du territoire de votre pays. Ici, Monsieur Legault a fait l'objet de menaces émanant d'une organisation extrémiste bien connue et il sait que les hommes de cette organisation ont un réseau très vaste. On peut donc affirmer que du fait que les hommes aient un réseau très vaste, il est possible qu'ils puissent retrouver Monsieur Legault partout dans le Legoland. Si la police du Legoland menace de manière générale d'arrêter les membres de l'église des Légociens, cela aiderait Monsieur Legault à démontrer qu'il n'y a pas d'endroit pour vivre en sécurité pour lui au Legoland. Ici, Monsieur Legault devra procurer plus d'informations pour démontrer comment il pense que les membres de l'organisation extrémiste ont les moyens de le retrouver. Il devra donner plus d'informations sur les raisons qui prouvent que ces hommes ont un vaste réseau. De plus, des informations ou des nouvelles qui montrent que la police menace d'arrêter ou arrête fréquemment les membres de son église peuvent aider à démontrer que Monsieur Legault n'est en sécurité nulle part au Legoland. Pour cet élément, on dira donc peut-être. 8. Vous devez démontrer que si vous rentrez dans votre pays, vous vous confrontez à un danger sérieux. Ici, Monsieur Legault se trouve aujourd'hui au Wonderland. S'il rentrait au Legoland, il peut dire qu'il ferait face au même risque. Malgré tout, il devra démontrer pourquoi il pense que les menaces proférées à son encontre par les membres de l'organisation extrémiste sont toujours d'actualité. Peut-être que les membres de l'organisation extrémiste le recherchent toujours. Il doit aussi démontrer que les menaces d'arrestation à l'encontre des membres de son église par la police sont toujours réelles. Peut-être que les conditions au Legoland n'ont pas changé, ou peut-être se sont-elles même dégradées. S'il existe des articles de journaux ou des rapports le montrant, cela pourrait aider Monsieur Legault à prouver que s'il retournait dans son pays, il ferait face à un danger sérieux. En se basant sur les faits présentés, il n'est pas clair de savoir si Monsieur Legault remplit cette condition. Il devra apporter plus de preuves. Pour cette condition, on dira alors peut-être. Selon notre évaluation, il semble que Monsieur Legault remplit 5 des 8 critères de la définition de réfugié. Si Monsieur Legault était dans la possibilité d'apporter plus d'informations pour les éléments 3, 7 et 8, il serait probablement reconnu en tant que réfugié. Nous reparlerons de la manière dont on peut apporter de nouveaux éléments à la HCR pour démontrer que vous remplissez toutes les conditions dans le module suivant. Maintenant que vous connaissez les conditions de la définition de réfugié, n'oubliez pas de répondre au questionnaire que vous trouverez dans la prochaine section. À bientôt dans notre prochain module. Maintenant, nous allons parler de certaines raisons de rejet. La HCR expliquera pourquoi votre demande de statut de réfugié a été refusée. Vous trouverez cette explication dans une lettre, intitulée « Notification de motif de décision ». Nous appellerons cette lettre la notification. Cette lettre vous sera transmise uniquement en anglais. Si vous avez besoin de cette lettre traduite dans votre langue natale, venez voir un de nos agents à AAT. Dans cette formation, je vous parlerai des raisons les plus courantes de refus. Si les raisons de votre refus n'apparaissent pas dans cette liste, vous devriez vous adresser à un agent d'AAT pour prendre conseil. 1. Tout d'abord, la HCR n'a pas estimé que les informations fournies étaient fiables ou vraisemblables. C'est peut-être parce que vous avez donné des informations contradictoires à la HCR durant votre entretien ou lors de votre déclaration d'enregistrement. Vous avez donné des informations qui venaient en contradiction avec d'autres sources provenant de votre pays d'origine, ou bien les informations que vous avez communiquées à la HCR n'étaient pas vraisemblables ou convaincantes. La notification devrait expliquer quelles sont les informations que la HCR n'a pas estimées vraisemblables ou convaincantes. Et
Le cas échéant, quelles sources d'informations ont été prises en compte lors de leur prise de décision. Si la notification ne contenait pas cette information, contactez la HCR ou un agent d'AAT. Vous devriez pouvoir expliquer toutes les incohérences qui ont été relevées par la HCR, avec autant de détails que possible. Cela veut dire que vous devrez expliquer à la HCR les raisons pour lesquelles vous pensez que l'agent chargé de l'entretien a commis une erreur en affirmant que vos déclarations étaient incohérentes. Par exemple, si vous avez eu des problèmes avec l'agent qui vous a fait passer l'entretien, si la HCR n'a pas pris en compte des faits ou des informations que vous leur avez fournies qui expliquent ce qu'il s'est passé, ou si vous avez fait une erreur, vous devriez donner à la HCR les informations correctes. Donnez autant de détails que possible. Organisez les informations en ordre chronologique autant que possible. Si vous estimez ne pas avoir fait de déclaration incohérente, expliquez pourquoi. Si vous soumettez de nouvelles informations, expliquez pourquoi vous ne les aviez pas communiquées précédemment et joignez tous les documents pertinents. Notez que si vous déclarez que des problèmes sont survenus lors de l'entretien, la HCR conserve une transcription et un enregistrement de l'entretien qu'ils peuvent réécouter. Vous devriez faire attention à ne pas exagérer les problèmes qui sont survenus lors de l'entretien, parce que cela pourrait endommager votre crédibilité si vos allégations étaient démenties par l'enregistrement de l'entretien. 2. Deuxièmement, vous n'avez pas fourni suffisamment d'informations précises à l'appui de votre demande de statut de réfugié et vous n'avez pas donné de justification pour expliquer ce manque de précision. Cela veut dire que la HCR estime que vous n'avez pas assez fourni d'informations précises pour les convaincre de la légitimité de votre demande ou bien que vous ne remplissez pas les conditions de la définition de réfugié. Dans la notification, la HCR devrait mettre en avant des points particuliers ou des exemples de points qui requièrent plus de précision. Si vous ne comprenez pas quelles sont les informations dont la HCR a besoin, vous devriez contacter la HCR ou parler avec un agent d'AAT. Dans votre recours en appel, vous devrez fournir plus d'informations. Prenez soin d'aborder tous les points soulevés par la HCR dans la notification. Même si vous estimez que certaines informations ne sont pas importantes ou que vous pensez que d'autres informations le sont plus. Vous devriez rédiger votre recours en suivant un ordre chronologique. Un peu plus loin, nous discuterons de la manière dont on rédige un recours dans l'ordre chronologique et comment l'écrit-on de manière détaillée. 3. Le préjudice dont vous avez peur n'est pas un type de préjudice assez sérieux pour remplir la condition de persécution au sens de la Convention, à savoir l'atteinte à votre vie, liberté ou à vos droits humains fondamentaux. Les exemples de persécution comprennent la mort, la torture, le viol, l'esclavagisme, les arrestations ou les détentions arbitraires, la dépravation de sa liberté de pensée, de conscience ou de religion. Votre recours en appel devra clarifier les raisons qui font que votre préjudice tombe dans ces catégories. Vous devrez mettre en avant toutes les informations que vous avez fournies qui montrent que votre vie, votre liberté ou vos autres droits humains fondamentaux sont menacés. Vous devez inclure tous les éléments nouveaux qui montrent que vous, votre famille ou d'autres personnes ayant les mêmes caractéristiques que vous continuez d'être persécutés dans votre pays d'origine. Prenez soin de signaler à la HCR que vous leur fournissez de nouvelles informations et expliquez pourquoi vous n'avez pas pu les soumettre avant. 4. Les autorités de votre pays d'origine ont la possibilité de vous protéger. Si vous craignez d'être persécuté par des personnes qui n'appartiennent pas au gouvernement, tels qu'un groupe rebelle, des membres de la famille ou des chefs religieux, la HCR peut penser que la police, l'armée ou d'autres autorités gouvernementales dans votre pays d'origine peuvent vous protéger. Si vous avez essayé d'obtenir la protection des autorités gouvernementales de votre pays d'origine,
Votre recours devrait expliquer quand, où, de qui, la raison pour laquelle vous avez fait une demande de protection et ce qu'il s'est passé. Si vous n'avez pas fait de demande de protection, vous devriez expliquer pourquoi pas. Si vous avez des craintes, si vous craignez que votre gouvernement vous porte préjudice, vous devriez expliquer pourquoi. Vous pouvez prendre des exemples dans votre passé où les autorités gouvernementales ont pourchassé votre famille et ou d'autres personnes dans une situation similaire dans votre pays. 5. Vous pouvez aller vivre dans une autre zone de votre pays d'origine où vous n'aurez pas à craindre de persécution. Si la HCR a estimé que vous pouviez vivre en sécurité dans une autre partie de votre pays d'origine, cette zone doit être indiquée dans votre notification. Si elle ne l'est pas, contactez la HCR. Cette zone de sécurité doit être pratique, sécurisée, légalement accessible et vivable pour vous. Vous devez pouvoir être en mesure de vous déplacer là-bas sans difficulté excessive. Si vous avez des raisons de penser que cette zone de sécurité n'est en fait pas en sécurité ni accessible légalement, vous devrez expliquer pourquoi dans votre recours. Vous devrez aussi expliquer les problèmes auxquels vous pensez faire face dans la zone de sécurité. Par exemple, une insécurité physique, des discriminations, manque d'accès au logement ou au travail, etc. Donnez autant de précision que possible. Si vous fournissez de nouvelles informations, prenez bien soin d'expliquer à la HCR les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu les soumettre avant. Une des manières de rendre votre recours plus crédible et clair est d'établir une chronologie des événements. Une chronologie des événements veut simplement dire que vous racontez votre histoire dans l'ordre dans lequel elle est arrivée. Le fait de raconter votre histoire de cette manière pourra aider l'agent de la HCR à comprendre ce qu'il vous est arrivé et pourquoi vous devriez bénéficier du statut de réfugié. Voici un exemple de chronologie d'événements. Je vais parler du repas que j'ai mangé hier, dans l'ordre duquel cela s'est passé. Hier, j'ai pris mon petit déjeuner à 7h30 le matin. À 9h30, j'ai mangé un encas. Aux environs de 12h30, j'ai déjeuné. Entre 15h et 16h, j'ai pris un thé. À 18h30, j'ai dîné. Je viens juste de vous décrire la prise de mes repas, dans l'ordre chronologique. Cela signifie l'ordre dans lequel je les ai pris. Ici, vous pouvez voir que j'ai commencé ma journée en prenant mon petit déjeuner à 7h30 le matin, suivi d'un snack que j'ai pris aux environs de 9h30. Après cela, vous pouvez voir que j'ai déjeuné à 12h30 et qu'entre 15h et 16h, j'ai pris un thé. Et qu'enfin, j'ai dîné à 18h30. Établir un ordre chronologique permet de clarifier ce qu'il s'est passé et rend l'histoire moins confuse. Afin de pouvoir raconter votre histoire de manière aussi claire que possible, vous devriez la raconter dans l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Une des manières de bien se préparer pour ça est d'établir son propre tableau chronologique. Même si l'officier de la HCR ne vous pose pas les questions dans l'ordre chronologique, cet exercice peut être utile. Commencez votre tableau par le début de votre histoire, jusqu'au moment où vous êtes arrivé en Thaïlande. Incluez tous les événements de votre vie qui sont importants et ont une signification dans votre histoire. Incluez aussi les raisons de votre départ de votre pays et ainsi que celles qui justifient qu'il est dangereux d'y rentrer. Dans le dernier module, nous avons parlé du cas de Monsieur Legault et comment le fait de fournir plus de précisions pourrait sans doute l'aider à obtenir le statut de réfugié. En évaluant votre crédibilité, la HCR va analyser la quantité de détails que vous fournissez pendant votre entretien. 1. Décrivez-vous ce qu'il s'est passé? 2. Avez-vous parlé de quand cela s'est passé? 3. Citez-vous toutes les personnes concernées par l'incident. 4. Avez-vous parlé du lieu où l'incident a eu lieu? 5. Pourquoi pensez-vous que cela s'est passé? Regardons un exemple ensemble.
Monsieur Lego a été menacé par des hommes d'une organisation extrémiste bien connue qui se sont rendus à son église et lui ont dit que s'il n'arrêtait pas de prêcher sa foi, ils le tueraient. Voyons si nous pouvons répondre aux questions. 1. Est-ce que cette déclaration décrit ce qu'il s'est passé? Ici, nous pouvons voir que M. Lego a été menacé et qu'on lui a dit qu'il serait tué. C'est une manière très simple de décrire ce qu'il s'est passé. Afin d'être plus crédible, M. Lego devra sans doute fournir plus de précisions sur ce qu'il s'est passé. 2. Avez-vous parlé du moment où cela s'est passé? Ici, nous n'avons aucune idée du moment où l'incident s'est produit. Cette information devra être incluse. 3. Citez-vous toutes les personnes concernées par l'incident. Ici, nous pouvons voir que M. Lego a été menacé par des hommes d'une organisation extrémiste bien connue. Mais nous n'apprenons rien de plus sur ces hommes ni sur l'organisation extrémiste. M. Lego devra fournir plus d'informations sur les personnes impliquées dans cet incident. 4. Avez-vous parlé du lieu où l'incident a eu lieu? Ici, nous savons que l'incident a eu lieu à l'église de M. Lego. Mais nous ne connaissons pas la ville ni le nom de la rue où l'église se trouve. M. Lego devra fournir plus d'informations sur son église. 5. Pourquoi pensez-vous que cela s'est passé? Ici, on peut supposer que M. Lego a été menacé en raison du fait qu'il prêche sa foi. Mais nous aurons besoin de plus d'informations pour le prouver. Regardons maintenant un autre exemple où suffisamment d'informations ont été fournies. M. Lego a été menacé par 3 hommes de Nation Légolaise, une organisation extrémiste bien connue. Les hommes portaient des chemises vertes et des chapeaux pointus verts, qui sont généralement portés par les membres de Nation Légolaise. Ils étaient de taille moyenne et un des hommes avait une barbe pointue. M. Lego avait déjà vu ces hommes auparavant, s'exprimant en public devant un grand rassemblement contre les membres de l'Église des Saints Lego. Le 4 juillet 2012, aux environs de 15 heures, ces hommes se sont rendus à l'église des Légociens, qui se trouve dans la rue de l'école à Légoville. Ils sont arrivés juste après que les membres de l'église aient fini leur service religieux. Les hommes ont alors défoncé la porte et ont en cassé une partie. Ils sont entrés dans l'église en criant « Ce n'est pas une vraie église !» Monsieur Lego était en train de faire le ménage quand les hommes l'aperçurent. 2 hommes lui tenaient les bras, pendant que l'homme avec la barbe pointue le cognait en hurlant « Nous te tuerons si tu ne t'arrêtes pas de prêcher ta fausse religion. Nous connaissons ta fille et ce serait très simple pour nous de la prendre. Tu ne veux pas savoir ce que nous lui ferions. » Voyons si nous pouvons répondre aux questions à niveau. 1. Décrivez-vous ce qu'il s'est passé. Ici, nous obtenons plus de précisions sur ce qu'il est arrivé à M. Lego. On peut voir qu'il a été menacé par 3 hommes et que ces hommes ont défoncé la porte en cassant un morceau de celle-ci. Ils sont entrés en criant « Ce n'est pas une vraie église !» On peut aussi voir que 2 des hommes ont tenu les bras de M. Lego, tandis que le 3e, avec la barbe pointue, le cognait. Et on obtient aussi plus de détails concernant les menaces. Dans ce scénario, on obtient une idée plus claire de ce qu'il s'est passé. Et on peut imaginer à quel point cette situation a été terrifiante grâce au nombre de détails fournis. Regardons maintenant la question suivante. Avez-vous parlé de quand cela s'est passé? Ici, nous pouvons savoir que cela s'est passé le 4 juillet 2012, aux environs de 15 heures. L'incident a lieu au moment où les membres de l'Église sont sortis du service religieux. 3. Avez-vous parlé de toutes les personnes concernées par l'incident? Dans cet exemple, on obtient plus d'informations sur les personnes impliquées dans l'incident. On découvre qu'il y avait 3 hommes et on apprend le nom de l'organisation extrémiste. On a aussi plus d'informations sur les caractéristiques physiques des hommes. Cela, avec le nom de l'organisation extrémiste, permettra de savoir plus aisément si cette organisation bénéficie effectivement d'un réseau étendu au Legoland. 4.
Avez-vous parlé du lieu où cela s'est produit? Ici, on sait où a eu lieu l'incident. Il sera plus simple d'identifier de quelle église il s'agit puisqu'on a un endroit plus précis. On peut voir que cela s'est passé dans l'église des Légostins, dans la rue de l'école à Légoville. 5. Pourquoi pensez-vous que cela s'est passé? Dans cet exemple, il serait plus facile si M. Legault nous disait pourquoi il pense que cet incident a eu lieu. Les hommes sont entrés dans l'église en criant « Ce n'est pas une vraie église ». Et l'homme avec la barbe pointue lui a dit « Nous te tuerons si tu n'arrêtes pas de prêcher cette fausse religion ». Il paraît raisonnable pour M. Legault de penser qu'il a été attaqué et menacé à cause de sa religion. Vous pouvez voir la différence entre la première déclaration et la seconde déclaration. La première déclaration était très générale, tandis que la seconde déclaration contenait plus de détails. Ainsi, elle a permis d'obtenir une image plus précise de ce qui est arrivé à M. Legault. Voici la fin de ce module. N'oubliez pas de répondre au questionnaire qui suit ce module. Rendez-vous pour le dernier module. Maintenant, nous allons parler de la manière de structurer votre recours en appel. Une des manières de rendre votre structure plus claire pour le lecteur est d'utiliser des titres pour chaque paragraphe. Vous pouvez rédiger votre recours dans votre propre langue. Visez à rédiger un maximum de 10 à 15 pages si écrit à la main. Et si vous tapez à la machine, pas plus de 10 pages. Bien que votre recours doive apporter plus de précision à la HCR, essayez de ne pas trop vous répéter. Ne dites les choses qu'une seule fois, mais faites en sorte que ce soit clair. Le modèle de structure ci-dessous vous aidera. D'abord, identifiez clairement votre document en le titrant « Recours en appel ». Deuxièmement, mentionnez vos informations personnelles, comme votre nom, votre numéro UNHCR, votre date et lieu de naissance. Vous pouvez aussi inclure votre lieu de naissance, votre nationalité, les langues que vous parlez, votre statut marital, votre numéro de passeport, si vous en avez un, votre date d'entrée en Thaïlande, la date de votre enregistrement auprès de la HCR, la date de votre rendez-vous d'entretien RSD, la date de votre notification et vos coordonnées. Troisièmement, introduisez un petit paragraphe qui établit clairement votre intention de faire appel de la décision rendue par la HCR. Quatrièmement, vous devez alors expliquer les problèmes que vous avez rencontrés lors de votre entretien ou pendant le processus de RSD. Encore une fois, faites attention à ne pas exagérer votre déclaration sur les problèmes qui sont survenus lors de l'entretien, parce que cela pourrait endommager votre crédibilité s'il est démontré plus tard que vos allégations sont démenties par l'enregistrement de l'entretien. Rappelez-vous que la HCR garde une transcription ou un enregistrement de votre entretien qu'ils peuvent consulter. S'il n'y a pas eu de problème lors de l'entretien ou pendant le processus de RSD, il n'a pas lieu d'inclure ce paragraphe. Cinquièmement, inclure un paragraphe sur les raisons évoquées pour votre refus. Relisez votre lettre de notification et identifiez chaque raison qui a poussé la HCR à rejeter votre statut. Commencez par mettre un titre sur chaque raison qui a été invoquée par la HCR. Et en dessous de chaque titre, expliquez pourquoi la HCR devrait reconsidérer sa décision. Si besoin est, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo dans laquelle nous parlons des raisons principales de rejet. Sixièmement, inclure brièvement quelques informations de base qui pourraient permettre à la HCR de mieux comprendre qui vous êtes et comment cela a pu affecter votre entretien ou les déclarations précédentes que vous avez transmises. Par exemple, expliquez que vous ne savez ni lire ni écrire, ou que vous n'êtes jamais allé à l'école, ou bien que vous souffrez d'un handicap qui vous empêche de vous exprimer clairement. Septièmement, inclure un paragraphe expliquant en quoi vous remplissez les conditions de la définition de réfugié. Rédigez ce paragraphe dans l'ordre chronologique avec un en-tête spécifique. Si besoin est, vous pouvez à nouveau regarder la vidéo dans laquelle la définition de réfugié est expliquée.
Vous n'avez pas besoin de répéter tous les événements qui ont déjà été inclus dans votre première déclaration ou plus haut dans votre recours en appel. Vous devriez plutôt résumer tous les faits qui démontrent en quoi vous êtes un réfugié. Cela peut aider de reprendre la définition de réfugié point par point. Huitièmement, même si cela fait partie de la définition de réfugié, vous devriez inclure un paragraphe séparé qui montre que vous avez peur de rentrer dans votre pays d'origine. Ajoutez-y les informations qui expliquent pourquoi vous avez peur de rentrer, ainsi que les événements actuels pertinents qui vous empêcheraient de mener une vie en sécurité dans votre pays d'origine. Neuvièmement, vous pouvez aussi inclure un petit paragraphe sur votre vie en Thaïlande, surtout si votre vie ici a créé des circonstances nouvelles qui rendraient votre vie dans votre pays d'origine risquée. Dixièmement, si vous soumettez de nouvelles informations ou preuves, vous devrez ajouter un paragraphe les identifiant en expliquant pourquoi vous les soumettez maintenant et pourquoi vous ne les avez pas soumises auparavant. Vous devrez faire une liste de tous les documents que vous soumettez et les numéroter. Ensuite, mettez le numéro correspondant en haut de chaque document pour que ce soit clair. Vous pouvez présenter à nouveau certains documents du moment qu'ils soient pertinents et qu'ils viennent à l'appui de votre déclaration. Enfin, n'oubliez pas de signer votre recours. Prenez soin de rédiger votre recours sur un ton neutre. Évitez les propos accusatoires ou un ton trop émotionnel. Votre but est de convaincre la HCR de revenir sur sa décision et non pas de les mettre sur la défensive. Avant de soumettre votre recours, prenez soin de le relire. Faites attention à ce que votre recours soit rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas confus et qu'il soit logique. Assurez-vous que votre recours exprime bien pourquoi vous répondez à tous les critères de la définition du réfugié, ainsi que toutes les informations qui aideront la HCR à comprendre pourquoi sa décision initiale n'était pas la bonne. Assurez-vous que vous n'avez inclus que des déclarations véridiques et non pas exagérées dans votre recours. Gardez une copie de votre recours en appel pour vous-même, pour le cas où vous soyez convoqué pour un entretien d'appel. La HCR va peut-être vous convoquer pour un entretien d'appel avant de rendre sa décision finale. Si vous estimez que vous devriez avoir un entretien d'appel pour expliquer votre dossier à la HCR, prenez soin de le notifier dans votre recours en appel. Si vous avez fourni de nouvelles informations dans votre déclaration de recours écrite, la HCR devrait vous rappeler pour un entretien afin de discuter de ce nouvel élément. À cause du nombre important d'appels faits auprès de la HCR, il y a des chances que cela prenne un long moment avant que la HCR ne réponde à votre recours en appel ou prenne rendez-vous pour un entretien d'appel.